Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Lors d'un accouchement, construire sa bulle est essentiel et parfois même crucial. L'épisode d'aujourd'hui en est un parfait exemple. Après avoir mis au monde son premier enfant dans une maternité de type 3 sans complications, Anne-Claire se nourrira des récits de naissance de ses amis. Suite à ses écoutes et de nombreuses lectures, elle réalisera alors qu'elle souhaite quelque chose de différent pour son prochain accouchement. Désireuse de reprendre le pouvoir sur cet événement, elle se tournera vers la maison de naissance. Bien que son mari soit sceptique dans un premier temps, il deviendra finalement un fervent défenseur de la cause. Lorsque les contractions commencent, Anne-Claire se retrouve à naviguer entre son domicile et la maison de naissance en attendant que le travail avance pour enfin retrouver sa sage-femme. Elle vivra un périple aussi improbable qu'amusant en attendant la venue de son bébé. Aujourd'hui, Anne-Claire nous raconte son histoire. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Bonjour Anne-Claire, bienvenue dans notre podcast. Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro. Et merci à vous de me recevoir, je suis très contente. On est aussi très contente de t'accueillir et d'écouter ton récit aujourd'hui. Mais pour commencer, on va te demander de te présenter. Oui, alors je m'appelle Anne-Claire, j'ai 36 ans, j'habite à Paris, alors à Vincennes plus exactement, à côté de Paris. Et j'ai deux filles, ma première fille Manon qui a 3 ans et demi et ma fille Clémence qui a 5 mois. Et tu fais quoi dans la vie ? Alors je travaille dans la mode, je travaille pour une petite marque de mode et je m'occupe de tout le réseau retail de boutiques, donc les ouvertures de nouvelles boutiques et le développement de la marque. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? Alors j'ai accouché au Calme, comme à la maison, dans le 12e arrondissement à Paris. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors une maison de naissance, de façon très factuelle, je dirais que c'est un endroit où on a la possibilité d'accoucher, qui est géré uniquement par des sages-femmes, qui est accolé à une maternité et qui a la particularité d'offrir, en tout cas de faire la promesse d'un suivi de grossesse globale par une seule sage-femme, donc qui va suivre le suivi de grossesse, l'accouchement et le postpartum, sous certaines conditions, donc que la grossesse soit non pathologique et pour mon cas d'habiter à moins de 30 minutes en transport en commun de la maison de naissance, et qui fait la promesse d'un accouchement physiologique et respecté et non médicalisé. Et peut-être le dernier point qui prévoit aussi un retour précoce à la maison puisque il n'y a pas de nuitée prévue et de séjour qui suit l'accouchement. Merci pour cette définition. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, on va aborder les différentes facettes de l'accompagnement en maison de naissance, et notamment au-delà de l'aspect médical, au prisme de ton expérience à toi. Du coup, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Alors c'est venu pour ma deuxième fille, puisque pour ma première fille, j'ai accouché dans une maternité de type 3, donc absolument rien à voir. Pour raconter très rapidement mon histoire, moi j'ai toujours grandi avec ma maman qui m'a raconté que ma naissance à moi s'était très mal passée, que j'étais née par siège, que j'étais restée bloquée au niveau des épaules, que j'étais née en Apgar à 1 et que j'avais failli mourir lors de ma naissance. Et donc on a dû me transférer en réanimation et que donc heureusement que j'étais née dans une maternité de type 3, sinon je serais pas là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est une maternité de type 3 ? Oui, alors je vais pas avoir les mots cette technique et médico-exact, mais c'est une maternité avec le plus haut niveau, je sais pas même pas comment dire, de ressources médicales peut-être à disposition avec une réanimation néonatale et qui en général est préconisée pour les grossesses pathologiques ou dites
à risque puisqu'elles sont en mesure de prendre en charge les mères qui pourraient avoir des complications lors de l'accouchement ou les bébés qui pourraient aussi avoir des complications lors de la naissance. D'accord. Oui, merci. Donc j'ai grandi un peu toute ma vie avec cette histoire. Et donc pour ma première fille, je me suis dit, voilà, il faut absolument que j'accouche en maternité de type 3, parce qu'on ne sait jamais. Donc je m'étais tournée vers ce type d'hôpital. Donc l'accouchement s'était très bien passé. À l'époque, je connaissais pas grand-chose du suivi de grossesse. Enfin, j'étais un peu allée à mon accouchement sans trop me renseigner parce que voilà, j'avais pas eu forcément les infos, je m'étais pas forcément renseignée non plus. Et j'étais arrivée un petit peu comme ça le jour de mon accouchement, qui s'est super bien passé. Et ma fille est née en très bonne santé, moi tout allait bien aussi. Voilà, on a fait notre petit séjour à la maternité, on est rentré ensuite à la maison. Et de mon point de vue, tout s'était bien passé. Et c'est après, en fait, suite à mon premier accouchement, j'ai commencé à écouter des podcasts, à lire aussi plein de livres, à avoir mes copines qui commençaient à me raconter leurs récits d'accouchement en maison de naissance, ou en tout cas dans le plateau technique, ou des aspects un petit peu plus physiologiques. Et du coup, le fait de me renseigner sur tout ce monde qui existait, en parallèle, dont j'ignorais totalement l'existence, a fait que j'ai commencé à me renseigner, à apprendre plein de choses, et à comprendre aussi des choses qui s'étaient passées lors de mon premier accouchement, et que j'avais pas du tout compris en fait sur le moment. Et donc je me suis dit très rapidement, si je suis enceinte à nouveau, je veux quelque chose de totalement différent. Et je veux accoucher en maison de naissance. J'avais vu un reportage sur le Calme, justement, où du coup il y avait des témoignages de femmes qui racontaient leur expérience. Et du coup, j'avais vu que c'était tout près de chez moi, c'était dans l'est de Paris. À l'époque, j'habitais dans le Marais, donc c'était vraiment pas loin. Et je m'étais dit, voilà, c'est ça que je veux, c'est cette expérience que je veux. C'est complètement à contre-courant de ce que j'ai connu, mais ça a l'air tellement incroyable que je veux cet accouchement physiologique. Donc c'est moi qui vais décider comment je veux accoucher. Je vais avoir cet accompagnement par une seule sage-femme et où où quelqu'un va être là pour répondre à toutes mes questions. Donc voilà, ça a été vraiment une évidence quand j'ai appris que j'étais enceinte pour la deuxième fois. Première chose que j'ai faite, c'est m'inscrire à la maison de naissance du Calme. Tu viens de nous dire du coup un petit peu ce qui avait motivé à la fois ton envie d'accouchement physiologique. Tu nous as aussi un petit peu expliqué comment tu avais connu les maisons de naissance à travers des livres, le reportage sur la maison de naissance Le Calme, des récits d'amis, etc. Tu nous as aussi un petit peu expliqué du coup l'image que tu t'en faisais, ce que tu attendais de ces maisons de naissance, quand tu disais justement d'avoir une sage-femme pour toi, cette idée de suivi global, etc. Et dans tout ça, à un moment donné, nous imaginons que tu as dû en parler avec ton partenaire, ton conjoint, et Oui. on serait curieuse de savoir un petit peu quel était à lui son point de vue sur les maisons de naissance quand tu as abordé la chose. Alors on est parti de très loin avec mon conjoint. Lui, il n'a pas du tout eu cette curiosité de tout ce monde de la périnatalité après la naissance de Manon. Et pour lui, l'accouchement de Manon s'était très bien passé. Tout le monde était en bonne santé, c'était une belle expérience. Et puis voilà, pour la deuxième grossesse, on allait faire pareil. Donc au début, quand j'ai émis l'idée que voilà, on retourne pas dans cette maternité, il comprenait pas trop. Et lui, il y avait plus la peur. Je pense que c'était son vrai frein, la peur qu'il se passe quelque chose et que du coup on soit dans cette maison de naissance et qu'on soit pas pris en charge. Donc la première chose que j'ai faite déjà, c'est le rassurer. Et au final, je le fais avec mon conjoint, mais je l'ai fait aussi avec mes parents, avec mes amis, tous les gens à qui on dit qu'on accouche en maison de naissance et qui vous regardent avec des gros yeux en disant « Mon Dieu, pourquoi tu fais ça ?» Donc déjà, expliquer que finalement c'était accolé à une maternité et que je prenais pas de risque, que j'allais pas accoucher toute seule en pleine nature et que personne m'aiderait s'il y avait des complications. Donc déjà, une fois qu'il avait compris que c'était accolé à la maternité des Bluets, qui elle-même était à côté de l'hôpital Trousseau dans lequel on avait accouché pour Manon, ça l'a rassuré, donc ça c'était ok pour lui. Après, il comprenait pas forcément pourquoi je voulais, alors pour reprendre ses mots, m'infliger ça. Donc ne pas avoir la péridurale, prendre le risque de souffrir, etc. Alors que à Trousseau pour Manon, tout s'était si bien passé. Donc là, ça a plus été, pendant les premières semaines et les premiers mois, lui faire comprendre, en fait, lui partager un peu tout ce que j'avais lu et appris sur justement cet accouchement en maternité qui ne respecte pas toujours la volonté des mères et puis tous les actes médicaux finalement que j'avais subis pour Manon, qui sur le coup nous ont pas choqués à tous les deux, mais qui en y repensant n'étaient pas nécessaires et que j'avais pas envie de revivre pour la naissance de Clémence.
Donc ça, en fait, il l'a compris finalement assez vite. Et c'est vraiment les premiers rendez-vous au calme pendant les consultations mensuelles, une fois qu'on a commencé donc, à rencontrer notre sage-femme et qu'on faisait des consultations. Donc lui est venu à chacun des rendez-vous avec moi, donc ça c'était vraiment chouette, parce qu'il a pu discuter aussi avec la sage-femme. Et en fait, elle a déconstruit nos peurs à tous les deux, et puis en nous expliquant aussi mois par mois comment ça allait se passer, etc. Lui a vraiment compris en fait pourquoi je voulais absolument accoucher ici, quel allait être son rôle à lui, parce que c'est ça aussi qui lui faisait peur. Il se demandait mais moi dans tout ça, je sens bien que je vais devoir être acteur, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc ça lui faisait peur d'être totalement dans l'inconnu. Et c'est vrai qu'il expliquait qu'en maternité, il avait rien à faire. Il était à côté de moi, beaucoup sur son téléphone, en attendant que mon col se dilate, et puis à me tenir la main au moment de la poussée, mais que finalement c'était assez facile pour lui comme rôle, alors que là, son rôle de devoir me soutenir pour la gestion de la douleur et des contractions et de pas savoir ce qu'il allait devoir faire le jour J, c'est ça qui l'inquiétait beaucoup. Mais après, en fait, ça nous a beaucoup rapprochés aussi, parce qu'au fil des mois, du coup, le fait de se préparer à l'accouchement tous les deux, de faire la préparation avec notre sage-femme, et on a fait par exemple des cours d'acupression tous les deux, donc de donner un petit peu des billes de ce qui pourrait m'aider le jour J, de me masser au niveau du sacrum, de m'appuyer sur tel point, etc. Lui, ça lui donnait un petit peu des cartes. Et ça le rassurait aussi, il avait ses petites notes, et du coup le jour J, il pouvait réviser avant de partir et se dire ok, moi mon rôle c'est ça, et donc il avait un petit peu un cadre, et donc il se sentait prêt aussi. Et au final c'était génial, parce qu'il était impliqué quasiment autant que moi dans cette naissance. On a écrit aussi notre projet de naissance tous les deux, ce qu'on n'avait pas du tout fait pour Manon, et du coup ça permet aussi de parler de sujets dont on n'avait même pas idée auparavant, mais vraiment de choses toutes bêtes, mais comme dire voilà, je veux pas de musique, je veux de la lumière, je veux pas de lumière, donc ça nous a aussi rapprochés, et fait que on était impliqués tous les deux dans la façon dont on voulait que Clémence naisse. Et ce qui est marrant aussi, je trouve, c'est que je dis qu'il est parti très loin, parce que quand je lui ai parlé de maison de naissance, il était stressé, et il m'a dit, voilà, comme je disais, mais pourquoi tu t'infliges ça, etc. Ce que finalement, la plupart des gens à qui on annonçait, nos amis, nos familles, enfin c'était la réaction de nos amis et de nos familles. Et lui, au bout de quelques mois, en fait, du coup, il réussissait à répondre et à dire mais non, mais en fait, vous comprenez rien, les accouchements médicaux à l'hôpital, ça se passe comme ça. Et du coup, en fait, il a commencé à développer un côté militant et avec une volonté d'évangélisation, de prêcher la bonne parole des maisons de naissance. Et du coup, il était auprès de moi pour expliquer aux gens ce que c'était une maison de naissance et qu'il fallait que tout le monde naisse en maison de naissance. Donc en quelques mois, il a énormément changé, donc c'était assez marrant à voir. Ouais, c'est intéressant en tout cas de voir justement le chemin qu'il a pu faire assez rapidement, parce qu'une grossesse ça dure pas non plus 15 ans, et c'est chouette finalement, comme tu dis, au-delà de la compréhension et du fait qu'il t'ait suivi dans ton choix, de se rendre compte en fait qu'il a vraiment adhéré et compris, et que ça vous a rapproché dans ce chemin en fait. C'est vraiment cool à entendre. Oui, complètement. T'as justement parlé à un moment donné du fait qu'il était venu avec toi pendant les consultations, etc. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment se sont passées un petit peu les consultations pour vous, pour toi, bébé, et éventuellement papa s'il était là, et s'il y a eu des actes médicaux, quels étaient-ils ? Alors du coup, une consultation type, c'était environ 1 heure tous les mois avec ma sage-femme référente. Et en fait, c'était vraiment de façon très informelle, je dirais. C'était comme aller voir une amie finalement. Ça commençait par comment ça va ? Et voilà, et après la discussion allait un petit peu en fait dans la direction dans laquelle je souhaitais aller. En fait, c'est ce que ma sage-femme m'avait expliqué, c'est qu'elle n'avait pas du tout de programme à suivre, de thèmes à aborder chaque mois, de choses à vérifier, de thèmes à aborder pour la préparation. Elle m'a vraiment dit, c'est toi qui vas faire ta préparation et on va discuter de ce dont tu as envie. Donc ça commençait souvent comme ça, avec des questions sur notre vie, comment ça allait au travail, comment ça allait avec Manon, comment je me sentais, comment on se sentait, est-ce qu'on avait des questions. Ce qui était chouette aussi, c'est que à chaque consultation, elle nous donnait un peu des devoirs, elle nous demandait de lire un livre pour la consultation de la prochaine fois, pour ensuite qu'on discute de ce livre. Donc en fait, on arrivait avec nos petits devoirs et puis on posait nos questions ou alors on réagissait sur des choses qui nous avaient
surprises ou voilà, dont on voulait parler sur ce livre-là. Et donc ça permettait d'engager la conversation sur pas mal de sujets liés à l'accouchement physiologique. Donc ça c'était assez sympa et assez naturel du coup. Et ensuite, après, il y avait un côté plus... alors, c'était pas médical, mais on faisait un monitoring. Donc, elle écoutait le cœur du bébé et s'assurait que l'utérus grandisse bien. Et c'est tout en termes de gestes médicaux. Donc voilà, c'était vraiment plus des consultations un peu de psychologiques, enfin s'assurer que tout aille bien. Est-ce qu'on avait des questions, des choses, des peurs qu'on devait aborder. Et après de la pédagogie aussi, parce que c'est à ce moment-là qu'on va lui poser nos questions sur ce qui nous venait en tête, sur soit la fin de la grossesse, soit l'accouchement en tant que tel, soit le postpartum. C'était vraiment en fonction de notre rythme et nos envies du moment. Oui, donc on comprend que finalement la partie médicale, c'était pas le maître mot de ta consultation, que vraiment c'était cette approche justement humaine avec, comme tu dis, de la pédagogie, de la discussion, pour vraiment en fait que ça englobe tout le monde dans ce déroulé de grossesse. Non, c'est ça, c'était vraiment ce côté humain et rentrer dans notre intimité et dans son intimité elle aussi, et qu'on apprenne à se connaître. Et vraiment, moi j'ai trouvé qu'elle fasse grandir en nous et en moi la confiance pour être prête le jour J, et avoir confiance en moi, avoir confiance en elle, et nous faire grandir un peu et évoluer vers ce chemin de la parentalité et de l'accouchement physiologique. Et le côté médical, en fait, il y en a eu très peu pendant toute ma grossesse. J'ai juste fait les échographies obligatoires, mais ça, c'était dans un cabinet d'échographie libéral. Sinon, c'était mon monitoring mensuel au calme. Et puis mes prises de sang mensuelles dans un laboratoire. Mais sinon, au calme en tant que tel, il n'y avait pas grand-chose. Et tu disais aussi, justement... pouvoir faire grandir en toi la confiance, et t'as évoqué aussi le fait de pouvoir discuter de vos éventuelles peurs, stress, angoisses, etc. Et je me demandais, est-ce que justement durant cette grossesse, qui se déroulait dans un contexte très différent de ce que t'avais pu connaître avant, est-ce que tu avais des angoisses ou des peurs ? J'avais toujours cette petite peur des complications le jour J, mais ça je lui en ai très vite parlé, lié aussi à mon histoire. Mais en fait elle m'a très vite expliqué aussi tous les cas de complications qu'il pouvait y avoir et montré aussi comment le transfert vers les bluets se faisait. Donc ça a vite été mis de côté. Ça a rassuré mon conjoint aussi. Et après de vraies peurs, non, c'était pas des peurs, c'était vraiment plus l'inconnu et pas trop savoir comment ça allait se passer le jour J, comment j'allais gérer la douleur, de quoi j'allais avoir envie ou qu'est-ce que j'allais pouvoir utiliser comme ressources pour gérer la douleur. Et ça, c'était très flou. Alors moi qui suis assez cartésienne et qui aime bien les choses assez carrées et que voilà, mettre des mots dans des cases, ça me paraissait trop abstrait au début. Donc c'était plus cette peur de pas savoir comment j'allais pouvoir gérer le jour J et comment ça allait se passer. Mais en fait, c'était une peur, mais c'était aussi de l'adrénaline et c'est ce qui fait que j'ai choisi, que j'avais envie d'accoucher de cette façon. C'est voilà qu'on sait jamais comment ça va se passer et puis de voir que le corps est bien fait et que le jour J on sait mettre en place ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Donc c'était pas vraiment des vraies peurs. Oui, finalement t'as réussi en fait à en faire une énergie positive, quoi, quelque chose de stimulant et de motivant dans ton projet, quoi. Ouais. Est-ce qu'en dehors de l'équipe médicale, donc des sages-femmes de la maison de naissance, il y a eu des choses comme des lectures, donc tout à l'heure d'ailleurs, t'évoquais des lectures que ta sage-femme te demandait de faire, mais est-ce qu'il y a des choses propres à la maison de naissance qui ont pu aussi t'aider, t'apporter des ateliers, des moments particuliers que t'as pu vivre, le repérage des lieux, ce genre de choses ? Oui, alors ce qui est chouette au Calme, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent. En fait, c'est une association qui est animée par les femmes qui vont accoucher ou qui accouchent et qui s'impliquent plus ou moins dans l'association en fonction de leur temps et de leur volonté, qui s'investissent dans les différentes commissions. Et du coup, j'ai pu profiter de plein d'ateliers justement. Donc il y avait du yoga prénatal qui était organisé toutes les semaines. Donc j'allais faire ma petite séance de yoga prénatal quand j'étais en congé maternité. Moi j'ai accouché au mois de juillet et donc la première semaine de mai, il y avait la SMAR, la Semaine mondiale de l'accouchement respecté, qui a été organisée donc au Calme. Et donc là il y avait plein d'ateliers, alors notamment il y avait du chant prénatal, donc j'ai pu tester ça. Moi j'adore chanter, je faisais partie d'une chorale quand j'étais plus jeune, donc ça m'intriguait. Voilà comment on pouvait combiner le chant et la préparation à l'accouchement. Donc j'ai découvert le chant prénatal que j'ai continué ensuite pendant plusieurs semaines jusqu'à l'accouchement et qui m'a vraiment aidée à gérer mon souffle, ma respiration et puis apprendre quels sons graves faire le jour J pour faire des vibrations pour gérer la douleur.
Et lors de la SMAR aussi, il y avait un atelier sur l'auto-acupression. Ça, c'était super intéressant. Donc justement, quel point d'acupression je pouvais me faire moi pendant ma grossesse pour faire passer les petits mots du quotidien sur les dernières semaines de la grossesse. Quel point activer pendant le travail, donc ce que moi je pouvais faire et ce que mon conjoint pouvait faire pour me soulager. Et aussi en postpartum et aussi sur le bébé après la naissance. Donc ça j'ai beaucoup aimé cet atelier-là. Voilà, c'est surtout ces trois aspects-là. Et si, il y a aussi le fait que, ce qui est super au CALM, c'est qu'il y a plein de groupes WhatsApp qui sont mis en place sur plein de sujets différents. Donc des sujets, alors moi j'avais mon groupe WhatsApp de bébés de juillet, donc de toutes les femmes enceintes qui allaient accoucher en juillet, donc pour échanger sur plein de questions, parce qu'on était au même terme de notre grossesse. Après il y avait un groupe qui était troc, vente et revente de matériel de puériculture, donc ça c'était super chouette aussi pour préparer le côté plus matériel. Des groupes ensuite allaitement, sommeil, donc voilà, on a un peu ce petit village autour de nous, de toutes ces femmes qui sont passées par là ou qui vont passer par là comme nous, et qui échangent, qui se donnent plein de good practice, et puis qui peuvent nous rassurer voilà, à toute heure du jour et de la nuit. Moi je sais que je l'utilise encore maintenant, quand j'ai des questions notamment de sommeil, c'est un peu compliqué en ce moment, où il y a toujours quelqu'un qui est connecté, qui vit exactement la même chose que nous, et ça c'est super de sentir voilà, qu'on n'est pas seul et que on se connaît pas finalement, mais en fait on a l'impression de se connaître parce qu'il y en a toujours une qui est là pour l'autre, et ça c'est ce qui est super aussi dans cette expérience de maison de naissance que j'avais pas du tout. Pour ma première j'avais mes copines, mais j'avais pas tout ce petit village de femmes qui accouchent aussi en maison de naissance. C'est riche et précieux en fait, tout ce dont tu viens de nous parler, que ce soit en fait les ateliers auxquels tu as pu participer et qui t'ont nourri et appris des choses, ou comme ce que tu appelles le petit village. Je trouve ça très, très mignon comme image, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut beaucoup soutenir moralement, que ce soit pendant la grossesse ou justement pendant le postpartum, qui des fois est la période un petit peu plus complexe à aborder après l'accouchement. Ouais. Tu viens de nous parler donc des consultations, tu as évoqué aussi tous ces ateliers, tout ce qui était proposé au CALM. Comme je te disais tout à l'heure, on aimerait bien savoir maintenant un petit peu comment se sont déroulées les séances de préparation à l'accouchement à proprement parler. Est-ce que du coup c'était en individuel ou en groupe dans votre cas, et combien il y en avait? Quelles étaient les grandes thématiques? Est-ce que vous aviez le choix de ces thématiques ou pas? Et comment vous l'avez vécu, vous? En fait, ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de séance de préparation à l'accouchement en tant que telle. C'est ce qui m'a un peu déstabilisée lors de mon premier rendez-vous, parce que pour Manon, j'avais je sais plus, c'est 7 je crois séances, où c'était très scolaire, où voilà, chaque séance, bon c'était sur Zoom à l'époque parce que c'était en plein Covid, mais voilà, on était sur Zoom avec des petites fiches sur comment allait se passer l'accouchement, comment on faisait ensuite pour l'allaitement, donc il y avait un grand thème par séance. Et donc là ma sage-femme m'a dit au CALM qu'en fait il y avait, elle ne faisait pas de préparation à l'accouchement en tant que telle, que finalement la préparation à l'accouchement c'était nos rendez-vous mensuels, mais qu'on pouvait faire plus de rendez-vous si on en ressentait le besoin, donc on pouvait se voir tous les 15 jours ou toutes les semaines si on avait plus de choses à se dire ou plus de choses à lui demander. Donc en fait c'était très déstabilisant au début, parce que je me suis dit oh là là, du coup j'ai pas de séance de préparation, je vais pas pouvoir préparer cet accouchement. Et en fait j'ai vite compris qu'il y avait pas quelque chose de précis à préparer, parce qu'il y a une telle incertitude aussi sur le jour J, et puis on sait pas ce qui va fonctionner ou ce dont on va avoir besoin, donc en fait il n'y a pas non plus besoin de se préparer pendant des heures et des heures. Et en fait c'est plus cette discussion avec ma sage-femme où finalement on discutait de tout et de rien, où les sujets arrivaient un petit peu naturellement, étaient balayés très vite, ou alors on s'y attardait, on y revenait, elle me conseillait un autre livre. Donc en fait la préparation en tant que telle c'était vraiment juste les rendez-vous mensuels, et ensuite libre à moi en fait de tester des ateliers pour voir ce qui m'intéressait et ce qui me parlait le plus. Donc moi c'est pour ça que j'avais testé le yoga, le chant prénatal et l'acupression. J'avais testé l'hypnose aussi, mais je sentis que j'avais pas du tout accroché, donc j'étais pas partie dans cette voie-là. Mais sinon, voilà, c'est ça, c'était ces 3 choses-là, et puis continuer mes lectures, écouter mes podcasts, mes récits d'accouchement, et voilà, ça m'a suffi. Après, si, ce qu'il y avait de sympa lors du dernier rendez-vous, c'est qu'on a fait le rendez-vous dans la future chambre de naissance.
Donc il y a 2 chambres au calme, il y a une chambre jaune et une chambre bleue. Donc on a visité les 2 chambres, on s'est mis d'accord sur la chambre dans laquelle je voulais accoucher, donc on a choisi la chambre jaune. On s'y sentait bien. Et donc on a fait le dernier rendez-vous dans cette chambre. Et là c'était un petit peu plus concret, donc on a vu un petit peu des positions d'accouchement. Il y avait un drap sur lequel on pouvait suspendre, donc la sage-femme m'a montré comment l'utiliser. Elle m'a montré les positions un peu à 4 pattes au bord du lit, il y avait la baignoire, donc voilà, elle m'a expliqué aussi qu'il y avait la baignoire. Donc voilà, c'était se projeter un petit peu plus et nous donner un peu des clés de comment on pourrait utiliser les différents éléments de la chambre le jour J. Oui, en fait, c'était un petit peu à la carte. Finalement, la préparation, c'était pas des séances dédiées. Comme tu disais, en fait, c'était plus selon ton envie. Si t'avais voulu avoir plus d'entretien avec ta sage-femme, ça aurait été possible. Et finalement, après, c'était à ta demande et elle se mettait à ta disposition en fonction de ça, quoi. Ouais, exactement. Et puis j'ai fait du yoga et du chant, mais en fait, j'aurais pas été obligée de le faire, ou j'aurais pu ne rien faire, en fait, et juste faire les rendez-vous avec ma sage-femme. C'était vraiment à la carte. Ouais, voilà, si finalement c'est ce qui te suffisait, c'était le principal. Ouais. Tout à l'heure, tu as évoqué que ta peur avait été rapidement apaisée par ta sage-femme. J'imagine que du coup, jusqu'au bout, elle a été là pour continuer à t'accompagner dans cette voie et que toi, tu t'es sentie sereine pour aborder justement le jour J. Est-ce que tu te sentais prête du coup après toutes ces séances que tu viens de nous évoquer, que ce soit les ateliers ou les préparations? C'était un peu un sentiment ambivalent parce que je me sentais prête, en tout cas préparée au maximum de ce que je pouvais faire. Après, toujours avec cette inconnue de ce qu'allait être le jour J et de ce qui allait réellement se passer. Est-ce que j'allais pouvoir utiliser ce que j'avais appris en chambre prénatale, en yoga, ou est-ce que finalement le travail allait être super long et j'allais devoir être transférée. Enfin, donc un peu, voilà, je me sentais prête, mais aussi sans savoir vraiment si j'étais prête parce que je savais pas ce qui allait se passer. Mais en tout cas, oui, j'étais sereine et j'avais mes petites fiches de choses à mettre en place le jour J. Et en tout cas, contrairement à mon premier accouchement, je sentais vraiment que je savais et j'avais appris tout ce que je voulais connaître. Et je me sentais vraiment beaucoup plus sachante et sereine que la première fois. Donc ça c'était déjà une énorme différence. Que j'allais pas à l'aveugle du tout. Que voilà, si tout se passait bien, comment là ça allait se passer, mais qu'aussi s'il y avait des complications, on avait aussi tout passé en revue avec ma sage-femme qui m'avait expliqué qu'elles étaient un peu un arbre des complications et qu'est-ce qui faisait qu'à tel moment je pouvais être transférée ou qu'on sortait un peu de l'accouchement physiologique. En tout cas, oui, je savais tout ça, donc oui, en un sens, je me sentais complètement prête. Ouais, c'est super. Tout à l'heure, tu nous mentionnais notamment l'évolution qu'avait suivi ton compagnon de sa réticence, sa peur, à son militantisme. Et je me demandais quelle avait été la façon d'accueillir ça par les sages-femmes et comment elle l'avait aidé là-dedans. Parce que tu parles beaucoup de ce que tu as ressenti toi, mais comment lui a pu cheminer, comment elles l'ont accompagné là-dedans. Alors, au début, il voulait pas trop le dire pendant le premier rendez-vous. Parce qu'en fait, le premier rendez-vous était un peu particulier dans le sens où j'avais reçu un mail pour m'annoncer que j'avais une place en maison de naissance. Donc déjà, j'étais super contente parce que voilà, il y a très très peu de place. J'avais fait une réunion de présentation du calme où on était, je crois, 60 femmes enceintes sur Zoom. Et on savait qu'il y avait seulement 6 femmes enceintes par mois qui étaient prises. Donc j'étais en train de calculer les termes de tout le monde en me disant « Oh là là, elle a accouché en même temps que moi, elle aussi, comment je vais être prise ?» Ouais, c'est ça, tu passes un concours à ce moment-là, c'est incroyable. Mais en plus, on est sur Zoom, donc on pouvait rien faire. À la fin, chacune posait sa petite question pour se faire remarquer. Et voilà, dire « Ouais, j'ai vraiment envie. » Donc c'était hyper stressant. Donc quand j'ai reçu cet email qui me disait « Vous avez une place au calme », j'étais tellement contente. Donc on est allé à ce premier rendez-vous et en fait ma sage-femme m'a dit « En fait, tu as une place sous condition que ce rendez-vous se passe bien. » Et donc en fait, là on avait vraiment l'impression de passer un entretien. Donc elle m'a avoué après que c'était complètement du bluff et qu'en fait elle savait que j'allais être prise parce que voilà, le fait de m'avoir choisie, je remplissais déjà toutes les conditions et que voilà, mais qu'elle voulait juste apprendre à nous connaître. Mais donc nous on était super stressés à ce rendez-vous et donc mon conjoint, qui n'était pas encore totalement embrigadé dans cette idée d'accouchement physiologique, savait que c'était important pour moi, donc vous voulez pas se planter non plus. Donc je voyais qu'il répondait à tâtons, qu'il n'osait pas dire qu'il n'était pas convaincu à 100%,
parce qu'il voulait pas que ça me porte préjudice. Mais en fait, elle nous a très rapidement mis à l'aise aussi. Elle a très vite compris aussi qu'il cachait un peu son jeu. Donc elle l'a vite fait parler. Et puis, et en fait, il a été hyper franc en disant ce que j'ai raconté tout à l'heure, qu'il comprenait pas trop pourquoi je partais là-dedans, qu'il comprenait pas quel allait être son rôle. Donc il a un peu posé carte sur table. Et du coup, après, à chaque rendez-vous, finalement, le fait qu'il vienne de lui-même aussi, ça me confortait dans l'idée que il avait envie d'évoluer et de grandir en train de faire évoluer sa vision des choses là-dessus. Et ma sage-femme avait toujours un mot pour lui aussi, parce que ça commençait, c'était plus centré sur moi en début de consultation, sur comment ça va. Mais après, c'était aussi sur mon conjoint, comment ça va, et est-ce que tu as des questions, est-ce que tu as lu le livre. Et donc il était aussi hyper impliqué, il faisait ses devoirs, alors souvent à la bourre, il lisait le livre la veille, mais il le lisait quand même. Et il venait aussi avec des petites questions. Et c'est intéressant parce que c'était souvent des questions très différentes des miennes, ou un point de vue que moi auquel j'avais même pas pensé. Et du coup ça enrichissait aussi la discussion d'avoir ce point de vue masculin, et donc ça rendait aussi les rendez-vous mensuels assez sympas, où on parlait de plein de sujets, et où ma sage-femme le rassurait, ou le challengeait, ou le poussait un peu dans ses retranchements pour qu'il aille au bout de ses idées. Je vois. Du coup, c'est cool que, comme elle disait Julie, qu'en si peu de temps, il ait réussi à trouver ses marques. Et maintenant que lui avait trouvé ses marques et que toi, t'avais tes petites fiches, et que vous vous sentiez prêt, est-ce que tu peux nous raconter le jour J ? Oui. Donc du coup, le terme était entre le 10 et 12 juillet. Les codes de datation n'étaient pas très exactes, mais c'était entre le 10 et 12 juillet. Donc pour ma première fille, j'avais accouché le jour du terme à minuit 1. Donc je m'étais dit, ok, je fais des bébés ponctuels, donc elle va naître le jour du terme. J'étais hyper impatiente à la fin. Bon, c'est toujours ces derniers jours où on est vraiment énorme, on n'arrive plus à se mouvoir et on a juste envie de rencontrer ce bébé qu'on porte. Pour cette deuxième grossesse, on avait décidé de ne pas connaître le sexe. On savait pas si c'était un garçon ou une fille, donc ça ajoutait aussi un petit piment. Et voilà, cette excitation de enfin le ou la rencontrer. Alors pour Clémence, j'avais pas mal de contractions depuis 2-3 semaines. Donc je pense que c'était des fausses contractions de Braxton X, mais que j'avais pas du tout eu pour Manon, donc c'était un peu nouveau pour moi. Donc j'osais plus trop aller loin de mon domicile, parce que à chaque fois je me disais mais ça y est, c'est maintenant. Et du coup j'avais un peu peur de pas reconnaître les vraies contractions entre guillemets du jour J. Et donc dans la nuit donc le 8 juillet très tôt au matin, vers 3-4 heures du matin, je suis réveillée par des contractions régulières quand même, toutes les 8-10 minutes, qui me font assez mal, qui font que je me rendors pas. Donc je me dis bon, c'est peut-être ça, donc je me lève, je vais dans le salon, je commence à regarder la télé. Donc bon, des émissions qu'on trouve à 3h du matin, donc rien de très intellectuel, mais voilà, ça me faisait passer le temps. Je monitorais mes contractions. Je préparais un petit texto de mode d'emploi pour la babysitter qui allait venir garder la grande sœur. Et donc c'était vraiment gérable. Mais bon, je me suis dit quand même, bon là je pense que c'est quand même le moment, donc je suis allée réveiller le papa, qui lui avait pas l'air décidé à se lever, qui voulait absolument se reposer et faire une grasse matinée. Donc je lui ai dit non mais là il faut quand même qu'on se lève, on y va. Donc voilà, on a pris un dernier petit déjeuner tous les trois, et puis on est parti à la maternité. Alors la difficulté, c'était qu'on était samedi et qu'en fait le calme n'est pas ouvert le week-end. Il n'y a pas de sage-femme qui sont de permanence, donc en fait personne n'était au calme. Et donc il fallait que ma sage-femme arrive au calme avec les clés et ouvre le calme. Et donc pendant toute la durée du travail, moi je l'appelais, je la tenais au courant par message. Et elle me dit, bon écoute, de ce que tu me dis, au son de ta voix, t'as pas du tout l'air de souffrir, donc j'ai l'impression que c'est pas le moment. Reste chez toi tranquillement et puis on se rappelle. Et en fait, comme la babysitter était arrivée pour garder l'aîné, nous on est sortis de l'appartement pour être aussi un peu dans notre bulle, et puis parce que si je suis encore dans les parages, enfin ma fille allait être dans mes pattes et j'arrivais pas du tout à me concentrer sur le travail. Donc en fait, on était un peu en errance entre Vincennes et le calme, parce qu'on pouvait plus aller chez nous. Et ma sage-femme ne voulait pas m'ouvrir le calme parce qu'elle estimait que mes contractions n'étaient pas assez fortes. Donc on se promenait dans Vincennes. Je m'arrêtais à chaque poteau pour gérer ma contraction, et on s'est dit... Au moins ça fait avancer le travail. Ouais.
Et on s'est dit, on va quand même se diriger vers le calme tranquillement, et puis on restera dans les parages, mais au moins on sera sur place. Donc on a pris un taxi, on est arrivé au calme, il devait être 10h du matin. Et je rappelle ma sage-femme qui me dit on va prendre un café avec ton copain, profite. Je dis bon, donc on va prendre un café. Et donc on s'assoit dans un bar devant le calme, mais le bar le plus miteux, je pense, qui existe de Paris, où il y avait que des mecs, mais déjà complètement alcoolisés à 10h du matin, qui tournaient au pastis. Et donc il me parlait, alors que bon, moi j'avais des contractions toutes les 5-6 minutes et je commençais quand même à douiller un petit peu. Donc je gérais mes contractions sur ma terrasse de café. Et à un moment on s'est dit, bon, on va quand même rentrer donc, dans la maternité des Bluets qui nous permettent ensuite d'aller vers le calme. Et donc là c'est pareil, c'était samedi, donc en fait tout le couloir qui est réservé aux consultations de sage-femme et du planning familial, en fait était désert. Donc on avait c'était assez étrange. J'avais l'impression d'être en temps de Covid, on n'a croisé personne pendant tout notre trajet. Et du coup, ça me permettait de gérer mes contractions. Je m'arrêtais devant chaque chaise que je croisais, je me mettais à quatre pattes, je soufflais, respirais le temps de la contraction, et puis on continuait notre petit bout de chemin jusqu'à arriver devant la porte du calme. Et là, j'ai quand même appelé ma sage-femme, je lui ai dit là, il faut quand même venir, là je pense que ça s'approche. Donc elle me dit bon, ok, je prends ma voiture, j'arrive, je suis là dans un quart d'heure. Et donc là, ça s'est accéléré d'un coup. J'ai commencé à avoir des contractions vraiment douloureuses que j'arrivais moins bien à gérer. Donc on a sorti notre petite fiche et donc je commençais à me suspendre au cou de mon compagnon tout en faisant des sons graves et ça marchait assez bien. Alors c'était très très rapproché à ce moment-là, je pense que j'en avais toutes les 1 à 2 minutes et je commençais vraiment à avoir mal. Et je crois que j'ai même dit à mon conjoint mais dans quoi on s'est lancé, mais n'importe quoi. Et là ma sage-femme est arrivée, donc elle a ouvert la porte du calme. Je lui ai même pas dit bonjour, j'ai même pas réussi à la regarder, enfin j'étais vraiment dans mon monde. J'ai couru au fond du calme dans la salle jaune. Et là donc mon compagnon commençait à rigoler avec ma sage-femme, il faisait un petit peu de small talk, il se racontait des blagues alors que moi je gérais mes contractions. Sur le coup je me suis dit non mais n'importe quoi, pourquoi tout le monde n'est pas autour de moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils prenaient le café eux aussi. Et donc là, j'ai eu une énorme contraction, mais vraiment qui m'a coupé la respiration. Et je me souviens avoir scanné des yeux toute la salle. Alors ma sage-femme m'avait proposé de me faire couler un bain. Donc le bain était en train de couler. Donc je me suis dit, ok, la baignoire est beaucoup trop loin, alors qu'elle était à 2 mètres sur ma gauche. Mon compagnon et ma sage-femme sont beaucoup trop loin de l'autre côté du lit, j'y arriverai pas. Et donc je me suis jetée à 4 pattes par terre et en fait je me suis plus jamais relevée. Donc j'étais à 4 pattes devant l'entrée de la pièce en me tenant au lit. Et donc je gérais un peu ma douleur comme ça. Donc là on est arrivé au calme, il était 12h20 à ce moment-là. Et là j'ai senti une pression sur le col, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est déjà le bébé qui pousse. Et là qui est sorti d'un coup, et en fait c'était la poche des os qui s'est fissurée d'un coup. Au début j'ai cru que c'était le bébé qui s'était fracassé par terre, j'ai eu très peur. Mais c'est bon, c'était que la poche des os. Donc ça m'a fait un bien fou, ça m'a soulagée sur le moment. Et là ma sage-femme donc me dit super, t'as fissuré la poche des os. Par contre le liquide est teinté, donc c'est une des conditions qui font qu'on sort de l'accouchement physiologique. Donc là moi j'avais encore des contractions tout le temps, donc je comprenais non plus pas tout ce qu'elle me disait. J'ai dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Et donc elle me dit donc on va devoir te transférer sûrement au Bluet, sauf si tu sors ce bébé dans les 10 minutes. Et alors moi vraiment, je savais pas du tout où j'en étais dans le travail, parce que j'avais demandé aussi à ma sage-femme de pas me dire à combien de dilatation j'étais pour vraiment rester dans ma bulle. Donc en fait, 10 minutes, j'avais aucune idée de si c'était possible que je la sorte en 10 minutes ou pas. Mais bon, là il y a une autre contraction qui est arrivée, donc en fait j'ai même pas eu le temps de réfléchir plus que ça. Et donc là j'étais à 4 pattes, un genou par terre, les mains sur le lit. Mon conjoint m'avait rejoint et s'était mis de l'autre côté du lit et me tenait les poignets. Du coup on était tête contre tête et il m'encourageait et voilà, me disait tout ce qu'il fallait pour que j'y arrive. Et donc j'ai appris en fait que en arrivant et en me mettant à 4 pattes par terre, j'étais déjà à dilatation complète en fait, donc j'avais fait tout le travail dans ce joli bar et dans la maternité des Bluets.
Donc en fait c'est allé très 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 vite parce que donc là à ce moment-là j'ai senti vraiment le besoin de pousser. Et ouais, Clémence qui appuyait, enfin j'ai senti vraiment que quelque chose me traversait et je me suis dit ok il faut que je pousse et il faut que il ou elle sorte de moi. Et donc là c'était génial parce que j'avais pas du tout ressenti ça à ce moment-là. Alors c'est marrant parce que j'ai repensé à une amie qui m'avait raconté ça et j'ai vraiment eu la sensation que mon corps se dédoublait de mon esprit et que je flottais au-dessus de la pièce. Et en fait, je voyais mon corps pousser et pousser des sons que je pensais jamais émettre un jour. Et mon esprit qui disait « Mais qu'est-ce que tu fais, Anne-Claire ? Mais reprends-toi, c'est pas possible. » mais voilà, mais vraiment, là, il fallait que je pousse et je me suis dit bah ok c'est bon c'est le moment. J'en avais parlé avec ma sage-femme qui m'avait dit tu sauras quand pousser. Donc là ma sage-femme qui me dit de pousser que j'y suis presque et donc pour me montrer que j'y suis presque elle me propose de mettre la main justement pour sentir le bébé. Et là je pensais déjà que sa tête était sortie, que j'allais sentir sa tête, mais je sens juste un diamètre de 2 cm de cheveux. Et là, du coup, ça m'a désespérée. Je me suis dit, oh là là, mais en fait, j'y suis pas du tout. Moi, je pensais qu'elle était sortie à moitié. En fait, elle est encore super loin. Donc là, je pense, j'ai dû me prendre la phase de désespérance où vraiment je me suis dit, mais non, mais là j'ai eu un gros coup de mou. Je me suis dit, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Ça me fait trop mal, elle est trop loin. Et en fait, sur la contraction d'après, j'ai poussé une fois et ma sage-femme m'a dit d'attendre la deuxième contraction, mais en fait je crois que j'ai même pas attendu, j'ai poussé mais vraiment tout ce que j'ai pu et le bébé est sorti du coup par terre, donc sous moi. Ma sage-femme a mis des draps, donc il était là par terre et donc elle me dit mais attrape ton bébé. Et moi là j'ai vraiment eu besoin de quelques secondes pour me remettre de l'intensité du moment que je venais de vivre, parce que là il était 12h36, donc en fait on venait d'arriver au calme, enfin, on était arrivé il y a un quart d'heure, et pour moi je gérais tranquillement mes contractions et j'allais pas du tout accoucher tout de suite, et là je m'étais pris un torrent d'émotions et de gestion de douleur en quelques minutes, et vraiment j'ai pas compris ce qui s'était passé. Donc je me souviens juste que je jurais, j'arrêtais pas de dire oh putain. Elle me disait mais attrape ton bébé. Et donc j'ai réussi à reprendre mes émotions et à prendre ce bébé contre moi. Et voilà, on était en peau à peau. Un moment, on attendait du coup l'expulsion du placenta. Et donc ma sage-femme me dit mais t'as pas envie de savoir si c'est une fille ou un garçon ? Et bizarrement, je sais pas, j'avais envie de faire durer ce moment, de pas connaître le sexe. Voilà, c'était juste mon bébé que je portais depuis 9 mois. Et donc mon conjoint et la sage-femme n'arrêtaient pas de me dire mais regarde ce que c'est. Et donc on a regardé avec mon conjoint, on a vu que c'était une petite fille, donc on était super contents, peu importe, mais voilà, on était très heureux. Et j'ai expulsé le placenta et ensuite on a pu se mettre du coup dans le lit tous les trois, donc avec Clémence en peau à peau sur moi. On a pu garder aussi le placenta, enfin le laisser battre jusqu'au bout, ce que j'avais pas fait pour Manon et que j'avais regretté après coup. Donc là on avait le placenta dans une petite barquette entre nous deux et Clémence sur moi. Et c'était un moment très chouette. On est resté 2 heures comme ça, allongés. Mon conjoint est parti m'acheter des sushis parce que je rêvais de sushis, comme je pense 90% des femmes qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas eu le droit d'en manger pendant la grossesse. Donc voilà, donc on a mangé nos sushis, on peau à peau avec la petite Clémence. Et puis même ma sage-femme nous a laissé aussi avoir notre intimité et vraiment vivre ce moment-là tous les trois. Donc ça c'était vraiment chouette. Elle venait régulièrement contrôler que tout allait bien, mais sinon voilà, on était vraiment tous les trois. Et ensuite, du coup, elle est venue prendre Clémence pour la peser, la mesurer, vérifier que tout allait bien. Donc ça, c'était super chouette aussi de le faire qu'à ce moment-là par rapport à Manon où il me l'avait enlevée tout de suite pour l'habiller, la peser, alors qu'au final, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'habiller et de peser un bébé tout de suite. Et puis elle m'a dit, bah voilà, tu peux te lever, aller te doucher et puis rentrer chez toi. Donc là, j'étais un peu ahurie aussi parce qu'après Manon, j'avais pas le droit de marcher j'avais accouché à minuit, mais on m'avait formellement interdit de me lever de toute la nuit. Alors je me souviens, j'étais couverte de sang sur les mains, j'en avais partout, j'avais pas eu le droit d'aller me doucher, j'étais dans mon lit avec tout mon sang sur les mains. Et là, je peux me lever là maintenant. Et effectivement, je me suis levée et j'étais en pleine forme, j'ai pris ma douche, je me suis habillée et puis on a pris un petit goûter avec mon conjoint, Clémence et ma sage-femme pour débriefer, discuter. Et puis on a pris un taxi, on est rentré chez nous.
Et à 17h, on était chez nous, donc c'était juste incroyable d'avoir accouché à 12h30 et puis à 17h d'être chez soi, de présenter Clémence à sa grande sœur, et de passer cette première nuit tous les 4 chez soi. Ça c'était vraiment super. À aucun moment j'aurais eu envie de rester à la maternité toute seule. Je comprends. Oui, j'imagine. En plus, t'avais accouché sous Covid à l'époque. Ouais, sous Covid. Donc le papa avait le droit de venir seulement quelques heures l'après-midi et c'était hyper dur. Ouais. Oui, c'est carrément une autre expérience, quoi. On est sur deux expériences diamétralement opposées, quoi. Oui, complètement. Mais qui ont quand même une belle issue toutes les deux. Oui. Un joli bébé, et puis, comme tu disais, finalement, ça s'était également bien passé la première fois, et la deuxième fois, c'est juste... On dit souvent que ça n'a rien à voir, les deux accouchements. Ouais. Et t'en es l'exemple propre. Exactement. T'as évoqué à la fin là, de ton récit que suite à ton accouchement, il y avait eu donc l'attente pour la délivrance, que vous aviez pu attendre que le cordon cesse de battre pour pouvoir couper. Et tu as évoqué à peu près les heures, je crois que c'était vers 12h30 ton accouchement, 12h15, et que vous êtes rentré en fin d'après-midi chez vous. Combien de temps après ton accouchement t'as expulsé le placenta, t'as une idée? C'était assez rapide, je dirais 10 minutes, un quart d'heure. Oui, ok, ça a été assez rapide. Et donc, ça revient à 4h30, 5h après la délivrance. T'étais chez toi, en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, 4h30 après la délivrance, on était à la maison. Ouais. Et tu disais que t'aurais pas du tout voulu rester en maternité toute seule si ça avait été dans un autre contexte. Mais là, dans le cadre de la maison de naissance, avec tout ce que tu venais de vivre, comment t'as vécu ce retour précoce? Bah non, mais super bien, parce qu'on a pu rester... En fait, c'est nous qui avons décidé de partir au bout de 3 heures. Mais ma sage-femme m'a dit, vous pouvez rester vraiment aussi longtemps que vous le souhaitez. Au bout de 2 heures, 2h30, elle m'a dit tout va bien. Là, en termes de perte de sang, toi, ton bébé, tout le monde va bien. Donc, tu peux partir. Mais si vous voulez rester, vous reposer, dormir, vous pouvez. Elle m'a juste conseillé. Elle m'a dit moi, je te conseille de partir. Là, t'es un peu euphorique post-accouchement. Tu vas avoir une petite phase de descente où tu vas être fatiguée. Donc, moi, je te conseille d'être à la maison pour ce moment-là. Comme ça, t'es chez toi, avec ton bébé. Et puis, t'as pas à te relever là, de ton lit ici, de reprendre le taxi, etc. Donc là, elle m'a conseillé ça. Et en fait, effectivement, au bout de 2h30, quand elle m'a invité à prendre ma douche et à nous mettre en route, je trouvais que le moment, c'était le moment opportun. Après, on avait aussi l'aînée qui était avec la babysitter, c'était un samedi, donc on voulait pas non plus qu'elle reste trop longtemps avec la babysitter. Et puis on avait envie de lui présenter, enfin vraiment on n'a pas été mis à la porte de la maison de naissance, on était prêts à partir. Et oui, vu que tout s'était bien passé et que tout le monde allait bien, moi vraiment j'aurais pas voulu rester en séjour en maternité, ça c'est sûr. Oui, comme tu viens de dire, en fait, il y avait le moment opportun, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent évoqué par les sages-femmes, le fait qu'il y a cette redescente, justement, au bout de 3-4 heures, et que je suis d'accord avec elle, il y a ce moment où t'as envie de te poser, et si tu te poses à la maison de naissance, t'auras beaucoup plus de mal de te décoller de cette situation, alors qu'en effet, comme tu disais, en fait, avec le jeu des hormones et tout un tas de choses, il y a une fenêtre en fait assez intéressante, si tout le monde va bien, évidemment, à saisir. Donc, je trouve ça du coup chouette que tu l'aies bien vécu et qu'il y ait eu ce bon compromis aussi qui se soit profilé dans votre histoire. Oui, et puis après, moi je me suis pas sentie mise à la porte et seule en fait. Finalement, contrairement à mon premier accouchement, où certes je suis restée 3 jours à la maternité, mais où après j'étais complètement seule en fait, j'avais aucun suivi, enfin j'avais plus de sage-femme ou de rendez-vous en fait, donc j'étais vraiment livrée à moi-même. Là ma sage-femme m'a dit tu rentres chez toi, tu te reposes, tu ne fais rien, tu fais que du pot à pot, l'allaitement à la demande avec ton bébé, tu ne fais rien d'autre. Donc c'était assez facile comme tout doux. Et moi je viens demain, donc en fait je savais qu'elle revenait me voir le lendemain. Et après, elle est venue me voir tous les jours ou tous les 2 jours. Donc en fait, pour moi, toutes les cases étaient cochées. J'étais chez moi, dans mon lit, avec ma salle de bain à disposition, avec mon compagnon, ma fille aînée, et ma sage-femme qui venait à moi. Enfin, c'était juste parfait comme option. Justement, tu parles du suivi de ta sage-femme en postpartum. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé. Tu as évoqué là en une phrase la fréquence, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet?
qu'on comprenne un petit peu comment justement elle a su t'accompagner et vous accompagner, que ce soit toi, ton bébé et ton conjoint, dans ce suivi postpartum à la maison. Oui, bah, du coup, la sage-femme passe donc le lendemain de l'accouchement. Et donc, lors de cette visite, bah, elle vérifie que moi je vais bien, que j'ai eu une petite déchirure. Donc voilà, elle regarde que tout est ok, qu'il n'y a pas de perte de sang ou autre, que tout se remet bien, que l'allaitement a bien débuté aussi. En plus, ma sage-femme était consultante en lactation. Donc j'avais pas mal de questions sur l'allaitement qui s'était pas forcément très bien mis en place pour ma première fille. Donc là, elle m'a aussi déculpabilisée sur plein de sujets et vraiment aidé à mettre en place l'allaitement de façon beaucoup plus fluide que la première fois. Et puis ensuite, elle ausculte aussi Clémence. Donc là, elle a plus pris le temps aussi de la repeser, mesurer, et puis regarder un petit peu sa peau, enfin toutes les petites choses de bébé. Et voilà, après, ce qui est sympa aussi, c'est que j'étais chez moi, donc elle pouvait aussi me conseiller concrètement sur comment m'installer dans mon lit avec mes coussins pour allaiter ou pour me soulager mon périnée. Dans la salle de bain, idem par rapport à ma configuration de salle de bain, comment faire, ce qui n'est pas le cas à la maternité. Oui, t'es dans ton contexte là. Oui. Et donc elle est passée, donc ça c'était la première fois, et elle repassait ensuite tous les 2 jours. Mais elle m'avait dit que voilà, si jamais elle pouvait passer plus souvent, de toute façon, bon après je l'avais par texto, et en fait on parlait quand même par texto pas mal, un peu tous les jours. Et donc elle est venue tous les 2 jours pendant, elle a dû venir à J1, J3, J5, J7. Et après, c'est moi qui suis allée, je crois, à J10 ou J12, qui suis retournée au calme, du coup. Mais voilà, mais sinon, les consultations à la maison étaient toujours un peu sur le même modèle. Oui, et puis finalement, comme tu dis, dans tous les cas, même si elle n'était pas présente physiquement, elle était toujours disponible par téléphone, et si tu en avais ressenti le besoin, elle se serait déplacée de toute façon pour venir faire une consultation supplémentaire au besoin. Exactement. Et en plus, alors il s'avère qu'elle s'est bloqué le dos au milieu de la semaine suivante, donc elle pouvait plus venir. Et donc elle a demandé à une de ses collègues de venir la remplacer, qui était aussi conseillère en lactation. Et c'était parfait parce que je commençais à faire un petit engorgement, donc tout de suite elle est venue, elle était là dans les heures qui suivaient, elle a répondu à mon texto, elle est arrivée chez moi, et voilà, elle m'a montré du coup concrètement quoi faire pour me soulager. Mais donc à aucun moment je me suis sentie seule ou isolée parce que j'étais chez moi et pas dans un environnement d'hôpital. Ouais, c'est super en tout cas, c'est une belle histoire, et c'est du début à la fin en fait, jusque finalement dans ce suivi comme tu dis, où tu t'es senti accompagné et englobé jusqu'au bout, contrairement, c'est toi qui disais, contrairement finalement à la première fois où t'étais rentrée et que tu t'étais un peu retrouvée seule face à la situation. C'est chouette, c'est positif comme issue. Ouais, complètement. De ce que tu nous avais partagé à l'époque où on a pris contact avec toi, tu nous avais dit que tu habitais pas très loin de la maison de naissance. Et donc il y a une question, nous, qu'on pose à nos invités, de savoir ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu une maison de naissance à côté de chez toi. Alors, j'avais vraiment envie d'un accouchement qui respectait la physiologie et beaucoup moins médicalisé que mon premier accouchement. Donc je pense que je me serais orientée vers une maternité de type 1, ou alors qui prônait une salle nature, ou qui comprenait l'importance de la physiologie. Alors je sais que la maternité des Bluets à côté a une salle nature, et ils sont plus tournés sur ce côté physiologique, et ils respectent les projets de naissance et les volontés d'accoucher dans des positions pas forcément gynécologiques, etc. Donc ça aurait pu être une option. Ou après peut-être me renseigner sur les plateaux techniques aussi. Je sais que dans certaines villes, il y a ces possibilités-là qui offrent un peu un choix un peu hybride entre un accouchement médicalisé et en maison de naissance. Voilà. Après, c'est vrai qu'étant à côté de Paris, il y a peut-être plus de choix aussi que quand on est perdu. Oui, c'est ça aussi, ouais. Mais non, j'étais très heureuse d'avoir cette possibilité de maison de naissance. Et puis d'avoir été choisie parmi les 60 Oui, après j'ai conscience aussi que j'ai eu beaucoup de chance, et tout le monde ne peut pas accoucher en maison de naissance, parce que du fait qu'il faut avoir une grossesse non pathologique, qu'il faut habiter aussi à proximité de la maison de naissance, qu'il y a plein de critères aussi qui fait qu'aujourd'hui tout le monde n'y a pas accès malheureusement. Oui, et puis il n'y a pas assez de personnel pour accueillir toutes ces femmes en demande aussi, quoi. Pas assez de maisons de naissance et de personnel.
Maintenant que tu nous as parlé de toute ton aventure de vie et tout ce que ça t'a apporté à travers tes 2 accouchements, comme on disait, diamétralement opposés, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? Ma définition reste la même. Après, ce qui est vraiment ressorti de mon expérience, c'est ce côté humain qu'on a grâce à l'accompagnement global, le fait d'être suivi par une seule sage-femme pendant toute sa grossesse, pendant l'accouchement, pendant le postpartum, fait qu'on développe vraiment quelque chose de très intime, de très humain et qui fait naître la confiance en soi, ce qui m'avait vraiment manqué pendant mon premier accouchement, et qui a ce côté pédagogique, de partage et sur mesure aussi, parce que c'est vraiment la femme et le couple qui créent son suivi et ses besoins. Donc ce côté sur mesure, moi je pense qu'il est uniquement possible dans un environnement comme ça. C'est un endroit, on en a pas mal parlé, mais où le conjoint est vraiment impliqué à 100% aussi. Et du coup, on sent qu'en fait, on vit sa grossesse pas du tout seul, mais on est vraiment à 2 à porter cet enfant. Et ça fait aussi toute la différence. Et ensuite, le jour J, c'est vraiment avoir la promesse d'un accouchement respecté et comme on le souhaite en fait, et comme à la maison, parce qu'on connaît tellement cet endroit, on connaît tellement sa sage-femme, qu'on y vient les yeux fermés, et en fait on pense à rien, on pense que à soi, à la confiance qu'on a développée, et du coup on peut s'offrir et profiter de ce moment tellement fort et puissant qui est un accouchement finalement. Et moi c'est ce que je garde de cette expérience, c'est ce sentiment de puissance et de sérénité que j'ai ressenti à ce moment-là, et qui est possible dans ce cadre-là. Et donc vraiment, pour moi aujourd'hui, la maison de naissance, c'est le lieu où chaque femme devrait avoir le choix ou la possibilité d'accoucher, en tout cas, dans un monde parfait. Si, bon, bien sûr, elle remplit toutes les conditions, mais vraiment avoir ce choix. Et il faut vraiment que les maisons de naissance se démocratisent, et en tout cas que ce soit, je pense, une alternative qui soit proposée aux femmes en parallèle de la maternité, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes se dirigent naturellement vers une maternité parce que la plupart de nos amis, de nos mamans ont accouché comme ça, donc c'est un peu l'option évidente. Mais il faut savoir que ce choix existe et que c'est tellement bien et que c'est notre corps aussi et qu'on a le droit de décider de ce qu'on veut, de comment on veut, pour donner la vie, pour profiter de ce moment qu'on vit 1 ou 2 fois dans notre vie et auquel on a droit de profiter pleinement. Merci pour ta définition. J'ai envie de rajouter qu'en effet, c'est notamment la raison pour laquelle en fait ce podcast, je pense que les gens le comprendront, mais c'est vraiment cette idée d'offrir un choix en fait avant tout. C'est pas d'offrir ce type d'accouchement à tout le monde, mais c'est d'offrir ce choix à tout le monde. Et c'est important. Donc merci de l'avoir rappelé aussi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on disait au début, le fait de pouvoir avoir le choix, parce qu'en fait, quel que soit le contexte, ça peut tout à fait bien se passer, ce qui a été ton cas. Tu illustres parfaitement d'ailleurs cette situation, d'être en maternité de type 3 ou en maison de naissance et d'avoir 2 très bons souvenirs, mais d'avoir en effet la possibilité de choisir à un moment donné une option plutôt qu'une autre. C'est aujourd'hui un petit peu la difficulté justement avec les maisons de naissance. Et après, c'est même dans les cas où il y a eu des transferts, c'est ce qui ressort aussi jusque-là de nos invités, c'est que la proposition de la maison de naissance apporte une autre dimension de toute façon aussi, quand bien même l'accouchement se termine à l'hôpital pour une raison ou une autre. C'est des femmes qui sont prêtes à accoucher et c'est pas négligeable non plus, je trouve. Oui, dans l'idée du suivi global, comme tu disais d'ailleurs à la fin, que tout ce qui concerne le couple, le postpartum, etc. C'est vraiment aussi quelque chose qui est assez propre à la maison de naissance aujourd'hui, en tout cas sur le territoire français. En tout cas, merci de nous avoir partagé ton récit. On espère que ça servira à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui voudraient en connaître davantage ou bien qui se préparent à ce grand événement. On espère qu'ils trouveront les réponses qu'ils attendent. Et oui, un grand merci à vous de m'avoir écouté et récolté mon récit. Et j'espère effectivement que ça aidera plein de femmes qui se posent des questions ou qui hésitent à faire ce choix ou que mon récit permettra de développer des maisons de naissance. Écoute, on le souhaite.
Et d'ailleurs, en parlant des autres femmes qui pensent à faire ce choix, est-ce que tu aurais une petite astuce à leur partager, un petit tips qui, toi, t'a été particulièrement utile ou précieux tout au long de ta grossesse ou peut-être le jour J, que t'aimerais bien partager dans ce contexte? Moi, je dirais que le maître mot, c'est la confiance. Qu'aujourd'hui, il faut qu'on se fasse confiance. Qu'en tant que femme, l'accouchement physiologique en tant que tel, je pense que ça freine certaines femmes qui se disent « j'en suis pas capable ». Je vais avoir mal, je sais pas comment ça va se passer. Et de franchir le cap du coup et de partir en maison de naissance sur un accouchement du coup probablement sans péridurale, c'est que en fait on est forte, on sait le faire. Quand on a confiance en soi et qu'on est bien accompagné, et ben tout est possible. Et ça vaut vraiment le coup parce que c'est une expérience incroyable. Merci beaucoup Anne-Claire pour ton expérience, pour ton petit mot de la fin et pour la confiance d'ailleurs que tu nous as accordée en nous partageant toute ton histoire. On te souhaite une bonne continuation et puis si jamais il y avait un troisième petit bébé, n'hésite pas à nous recontacter si tu voulais à nouveau témoigner. Avec plaisir, merci à vous, à bientôt. À bientôt. À bientôt Anne-Claire. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.